20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Ils sont plus de 15 000 candidats en lice pour décrocher leur ticket d'entrée à l'université. Le baccalauréat a démarré ce jeudi à l'échelle nationale, à Thiès, Matam ou encore Dakar. Les épreuves se sont passées plutôt dans le calme. Dans un contexte marqué par l'épidémie à Covid-19, les autorités se disent satisfaites du dispositif mis en place. Vous entendrez le directeur de l'Office du bac dans ce journal. Et pendant que certains élèves jouent leur va-tout pour intégrer l'université, d'autres font des pieds et des mains pour ne pas s'en faire exclure. Ils sont pas moins de 25 étudiants à avoir entamé une diète pour réclamer leur réintégration au sein du campus. Ces étudiants ont été exclus suite à une violente manifestation qui avait éclaté au sein de l'UCAD. Et puis, campagne de vaccination contre la Covid-19. Les imams et oulémas du Sénégal s'engagent dans la sensibilisation. Face à la presse, les membres de l'association incitent les populations à se conformer aux mesures de prévention. Et puis, comme tous les jeudis, votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction s'intéresse à l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Nos reporters ont rencontré l'écrivain Jim Dramé. Il nous parlera du Dara de Koki qu'il considère comme une école de référence en Afrique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Et avant de vous parler du baccalauréat, cette nouvelle tragique, Lobendiaï, c'était son nom. Son corps sans vie a été retrouvé sur l'autoroute à péage à la sortie de Diamniadio. Lobendiaï, qui s'activait dans la vente de pièces détachées, était portée disparue depuis hier. Elle a été finalement retrouvée morte. La piste d'une agression est privilégiée en attendant les résultats de l'autopsie. Je vous en parlais donc en titre. Le baccalauréat s'est déroulé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Au lycée Blaise Diagne de Dakar, en tout cas, aucun incident à signaler. Les mesures barrières ont été respectées par les candidats. Ils étaient 401 au total. Une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur s'est d'ailleurs rendue sur les lieux pour s'assurer de la bonne tenue de l'examen. Et les détails, c'est avec Marcel Farba Maroun et Alioune Diagne. Gel hydroalcoolique, masque, respect de la distanciation sociale, les gestes barrières sont bien au rendez-vous au lycée Blaise Diagne, paré pour le baccalauréat général édition 2021 qui a débuté ce jeudi sur toute l'étendue du territoire. Au niveau de ce centre, il y a deux jurys, il y a le 17-22 et le 17-23. Pour le moment, tout se passe bien ici. Donc, aucun incident n'a été encore signalé. Pour certaines séries, c'est sur 3 jours, ils vont finir le samedi, dans l'après-midi. Pour d'autres, ils vont continuer jusqu'à lundi. Outre le contexte lié à la pandémie de coronavirus, l'édition 2021 du baccalauréat général est marquée par la composition de philosophie pour les séries L qui, traditionnellement, se déroulaient quelques semaines avant les autres épreuves. 3 sujets étaient au choix. Le premier en rapport avec la philosophie et la solitude, le deuxième en rapport avec l'art et le troisième en rapport avec la liberté. Cela a été abordable. Nous avons eu à faire de notre mieux. Espérons que les résultats seront bons aussi. Nous remercions aussi les professeurs parce que nous avons eu un bon encadrement cette année. Aujourd'hui, on a fait l'épreuve de philosophie qui a été un peu abordable. Malgré les confinements de passer 9 mois sans travailler, on a réussi à surmonter cette épreuve pour montrer ça aujourd'hui dans ce sujet. D'accord. Comment vous vous sentez psychologiquement? Psychologiquement, je me sens bien à cet instant. Je sais qu'aujourd'hui, tout ce travail, ça a payé aujourd'hui. Pour le cas du centre du lycée Blaise Diagne, 3 séries composées, L'1 avec 102 candidats, L2 avec 199 candidats et S2 avec 100 candidats, ce qui fait un total de 401 candidats. Notons que 34 candidats se sont absentés. Et puis vous le savez, outre les mesures barrières à respecter, une autre mesure devait être appliquée, l'interdiction d'utiliser les téléphones portables pendant l'épreuve. Le directeur de l'Office du bac a veillé à rappeler les sanctions qui s'abattraient sur les récalcitrants. Je vous propose d'écouter à nouveau le professeur Sossegnaï, toujours au micro de Marcel Farba Maroun. Le port du téléphone dans le centre est interdit.
Et ça, nous avons vraiment communiqué là-dessus. Tous les candidats ont reçu l'information par plusieurs supports, y compris leur convocation. Au recto et au verso de la convocation, il y a des dispositions concernant le téléphone. Donc si on a insisté pour que les parents veillent à ce que les candidats ne viennent pas avec leur téléphone, et on a insisté également pour dire aux candidats que c'est interdit, c'est prohibé. Maintenant, si malgré tout un candidat enfreint cette disposition, mais il sera traduit au conseil de discipline. Il sera exclu du baccalauréat et traduit au conseil de discipline. Allez, nous quittons Dakar pour le nord. À Matam, les fortes pluies ont failli perturber le démarrage des examens. Certains centres ont d'ailleurs été envahis par les eaux, comme vous le voyez sur les images. Mais en dehors de cette petite surprise matinale, eh bien, on peut dire que les épreuves se sont bien déroulées dans les 26 centres que compte la région. Une correspondance signée à Liban Dalnian. La forte pluie tombée à Matam a failli perturber le démarrage des épreuves du baccalauréat. Au centre ouvert, au niveau du lycée de Canel, les candidats et les surveillants ont failli être privés d'accès par la force des eaux de ruissellement en provenance du Haut-Djeri, ayant envahi toutes les issues. Sinon, les épreuves se déroulent normalement dans l'ensemble des autres 26 centres d'examen de la région. De l'engagement communautaire, l'engagement des chefs d'établissement, qui a permis, malgré la forte pluie que nous avons observée aujourd'hui, d'améliorer l'accès des centres. Parce que ce qui est important, c'est que les candidats puissent accéder sans problème dans les centres. Bien que difficile dans certains lycées, il faut le dire, mais quand même la pluie n'a pas empêché que les candidats arrivent à temps dans les centres et qu'ils soient dans les salles et que les compositions aussi ont pu démarrer sans problème. Vous savez, c'est notre deuxième année d'organiser les examens en plein hivernage. Et je pense qu'on fait avec. Je pense qu'on ne peut pas empêcher de voir une flaque d'eau dans les centres. On ne peut pas empêcher aussi à la pluie d'arriver. Et généralement, la pluie arrive le jour du démarrage. Mais on fait de notre mieux en instruisant les chefs de centre. Comme vous le savez, le gouverneur, lors du CRD aussi, a instruit les services techniques pour que là où vraiment on a constaté de réels problèmes, qu'on puisse vraiment délocaliser les centres. Cette tournée dans les centres de Matam, de Ourossogui et de Ogo a permis de faire le constat. Juste rappeler que cette année, ils sont 3790 candidats au bac, en majorité des filles. Et comme le dit l'adage chez nous, matinée pluvieuse, matinée heureuse. On espère que ces gouttes de pluie porteront bonheur aux candidats de Matam. Après Matam, nous partons à Thiès. Au lycée Malick Sy, les examens se sont déroulés dans le calme. Certains petits couacs ont été notés. Ils concernent une minorité de candidats qui ont eu un peu de mal ce matin à retrouver leur salle d'examen. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé selon nos reporters Charanta Diop et Saïla Tire. Centre du lycée Malick Sy de Thiès, les examens ont démarré et les candidats au baccalauréat se penchent sur les sujets avec beaucoup de sérénité. Le chef du centre proviseur du lycée Malick Sy de Thiès et les surveillants veillent au grain. Le contexte du coronavirus a été pris en compte. Le message est porté sur le respect des mesures barrières. Étant donné que la répétition est pédagogique, nous sommes obligés de le répéter parce qu'il peut y avoir des moments de faiblesse où on oublie certaines consignes, à savoir le port du masque, et très souvent on a tendance à le mettre sous le menton. Donc là, il faut régulièrement rappeler les consignes, le respect des gestes barrières pour véritablement lutter contre cette pandémie qui est en train de faire des ravages. Quelques problèmes mineurs ont été notés, mais toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des examens. On aurait souhaité que les candidats se présentent la veille pour essayer d'identifier leur salle. Mais très souvent, ils attendent le jour J pour se présenter et certains ne sont pas de l'établissement. Donc ils voient l'indication bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, bâtiment E, ils ne peuvent pas se retrouver. Donc ils sont là à chercher. Et à ce moment, tout est effectivement entré dans l'ordre. Au niveau du centre, nous disons 1400 parce que nous avons 2 super jurys
1400 candidats composent au centre du lycée Malick Sy de Thiès. Cette année, l'INEFJA a présenté 14 candidats non-voyants, dont 2 filles. Retour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur place, ils sont pas moins de 25 étudiants à avoir débuté ce jeudi une grève de la faim. Ils réclament leur réintégration au sein du campus universitaire, ni plus ni moins. Ces étudiants exclus de l'université suite à une violente manifestation ne comptent lâcher prise jusqu'à satisfaction complète de leurs revendications. Abufay et Maud Diop les ont rencontrés. Reportage. Assis au sol, certains mal en point sont évacués dans les chambres. Les étudiants exclus de l'UCAD n'en peuvent plus. Devant le rectorat, ils ont entamé une grève de la faim pour leur réintégration dans le système universitaire. On nous a injustement sanctionnés. C'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de venir se mettre devant le rectorat pour manifester notre courroux. Que ces 2 doléances-là soient satisfaites dans l'immédiat. Primo, nous voulons ces étudiants injustement sanctionnés réintègrent le calendrier de la faculté pour faire bien sûr leurs examens. Au nombre de 25, ils ont introduit une demande de grâce auprès du rectorat. Donc ce n'est pas à nous de demander pardon. Mais d'autres aussi ont soutenu l'autre thèse. Alors on a conclu qu'on devait introduire ce recours en attendant aussi d'attaquer la procédure judiciaire. Le recteur, il a le pouvoir et les prérogatives de gracier ces étudiants injustement sanctionnés, qu'il le fasse. C'est tout ce qu'on demande. Ces étudiants, par ailleurs membres de la coalition article 118-119 du COCC, ont saisi leur avocat et comptent porter l'affaire devant la haute juridiction s'ils n'obtiennent pas gain de cause face à l'autorité universitaire. On a déjà déposé le recours, mais le recteur nous a signifié qu'il va examiner ce recours à la fin du mois. Et qui sait, le calendrier universitaire de la faculté de droit, à la fin du mois, l'université va fermer. On n'est pas dupe, donc on ne peut pas accepter ce jeu-là. Quand on engage un combat, on l'engage parce que ça le vaut. Mais quand est-ce qu'on va le terminer, seul Dieu sait. Mais pour l'instant, retenez une chose, on est là et on compte continuer notre grève et on va passer la nuit d'ailleurs ici. Ces ex-étudiants de l'UCAD invitent leurs camarades de la coalition à se joindre à leur combat pour le triomphe de l'université. Le secteur de l'éducation pour celui de la santé. L'association des imams et oulémas du Sénégal joue sa partition dans la lutte contre la Covid-19. En conférence de presse, ses membres ont fait un plaidoyer pour inciter les populations à se faire vacciner. Ils ont par ailleurs exhorté les fidèles à éviter les rassemblements et à surseoir dans la mesure du possible aux cérémonies familiales. Les détails, c'est avec Fatou Bintou Conté. Face à la pandémie de la Covid-19 et son nouveau variant Delta qui fait des ravages, l'association des imams et oulémas du Sénégal alerte et appelle à la vigilance. Face à cette situation inquiétante, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, à travers son bureau exécutif, a jugé nécessaire de faire une sortie pour non seulement alerter l'opinion sur la gravité de ce variant Delta, mais aussi et surtout exhorter la population au respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. Ces imams, préoccupés par cette pandémie, exhortent les populations à restreindre les cérémonies familiales. Nous exhortons également la population à restreindre, voire surseoir, toutes les cérémonies familiales pouvant drainer du monde, baptême, mariage, décès, entre autres, pour éviter de nouveaux cas de contamination car l'heure est grave. Puis, ils insistent sur la vaccination car, selon eux, c'est acte suicidaire que de ne pas se faire vacciner en ces temps. Supplions les populations ou les personnes qui ne se sont pas encore vaccinées à aller se faire vacciner le plus rapidement possible. Le vaccin est gratuit et disponible dans tous les districts sanitaires du pays. Le fait de ne pas se faire vacciner, surtout en période de pandémie, cela est synonyme de suicide au regard, bien entendu, de l'islam. Et nous savons tous que le suicide fait partie des péchés capitaux, pour ne pas dire les grands péchés. Dans leur sermon de ce vendredi-ci, l'association des imams appelle leurs collègues à une large diffusion de ce message axé sur la vaccination.
À Pikine également, la campagne de vaccination s'annonce bien. D'ailleurs, si vous êtes ressortissant de la zone, eh bien, sachez qu'un camp de vaccination vient d'être installé justement par les autorités au niveau de l'arène nationale. Sur place, plus de 3000 vaccins Johnson & Johnson et Sinopharm sont disponibles. L'initiative a déjà trouvé un écho favorable auprès de la population qui a pris d'assaut le site dès les premières heures de la matinée. Nongoka pour les détails. Modou Sène a désormais l'esprit tranquille. Le maître couturier se sent beaucoup plus protégé après avoir pris sa dose. J'ai peur parce que je ne veux pas mourir jeune. J'ai vu la maladie, c'est les ravages ce qu'il fait. Moi je suis aux côtés du cimetière. Comme tu vois, tous les jours je vois les... La troisième vague de Covid-19 n'arrête pas de faire des ravages. Modou Sène, lui, estime que seul le vaccin est la solution pour freiner le variant Delta. On est né ici. Nous, on a l'habitude de voir des 4 ou 5 enterrements par jour. Mais aujourd'hui, on a une somme de 19 à 20 par jour. Et on nous donne des statistiques. Une semaine, il y a 100 à Pikine. L'heure devient grave. Beaucoup de Pikinois ont fait comme Modou Sène. Ils sont venus à l'arène nationale pour se faire vacciner. Le district sanitaire de Pikine y a ouvert un camp de vaccination. Ce dispositif, c'est l'initiative du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Avec cette troisième vague de Covid-19 et la venue du vaccin Johnson & Johnson, on a noté une rush des populations dans les structures sanitaires pour se faire vacciner. Maintenant, pour éviter cet engouement, alors, le ministère a institué de décentraliser les vaccins dans des zones un peu plus spacieuses. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Pikine Arena. Le district de Pikine a revu sa stratégie de déploiement sur le terrain. Toutes ces unités mobiles de vaccination sont redéployées sur ce site. Maintenant, tous les jours, nous allons envoyer des équipes ici qui vont venir vacciner les populations pour désengorger un peu les centres de santé et les postes de santé. La population a manifesté une volonté de se faire vacciner. Elle a très tôt investi les lieux. C'est toutes les choses. Il a ouvert les portes, il nous a montré la grande salle. On a vu qu'il y avait plein de chaises. Nous avons vu que vraiment ici c'est adéquat. Nous avons installé. Mais avant d'installer, même les gens sont venus en masse pour montrer leur motivation, leur vouloir par rapport au vaccin. La Croix-Rouge départementale a mis à contribution ses volontaires pour une réussite de cette initiative. Le bilan du jour à présent, encore 11 nouveaux décès enregistrés ce jeudi sur 3164 tests réalisés. Plus de 800 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de plus de 27%. Il s'agit de 139 cas contacts suivis et 745 cas issus de la transmission communautaire. Plus de 300 patients ont été testés négatifs, déclarés guéris. 57 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Et à ce jour, le Sénégal compte plus de 60 000 cas déclarés positifs. Hier, c'est plus de 37 000 personnes qui ont été vaccinées, ce qui porte le nombre total de vaccinés à plus de 71 000. À Rufisque, le nombre de cas de contamination à la Covid-19 connaît un vif rebond. La raison, le refus des populations de suivre les consignes des autorités sanitaires, à savoir le port du masque et le respect de la distanciation sociale. Et bien, pour parer au pire, les forces de l'ordre ont été mises à contribution afin de pousser les habitants de la vieille ville à s'y conformer. Le point, c'est avec Abdou Diouf. Dans les bus, devant les arrêts, dans les services et autres espaces privés, le port du masque est respecté par bon nombre de Rufisquois. La flambée des cas de Covid-19 due au variant Delta fait peur en ce moment. Effectif, parce qu'on a constaté que depuis un certain temps, depuis le début de la troisième vague, les 95%, ils sont en mesure de protection. Alors les mesures barrières, ils les respectent. La plupart du temps, parce que tous mes collègues là, on les a déjà vaccinés. Alors, donc, dans mon coin, à Dango Résidence, tous les gens respectent cette mesure-là. Cependant, d'autres continuent à mépriser les recommandations sanitaires. Mais les forces de l'ordre s'évertuent à faire respecter les directives de l'État relatives au port obligatoire du masque. Non, pas effectif. Il y a parmi les gens qui sont en train d'effectuer le port du masque. Mais par contre, il y a des gens qui sont en train de faire ce qu'ils veulent. Le port du masque, ça doit être une obligation. Avant que l'État
se prononcent sur les masques, ce sont les gens qui devraient prendre l'initiative pour le port du masque, pour nos enfants, pour nos pères, pour nos grands-pères, pour nous sauver nous-mêmes. Dans les bus, il y en a qui portent le masque, mais par contre, il y en a d'autres qui ne portent pas le masque. Malgré la fulgurance de la propagation, les Rufisquois observent encore, moyennement, les mesures barrières. Et face à une troisième vague inattendue et des laboratoires qui travaillent à flux tendu, eh bien difficile de se faire tester ou en tout cas d'obtenir le résultat de son test à temps. C'est en tout cas le constat fait dans les centres de prélèvement. Le directeur des laboratoires au ministère de la Santé a évoqué le sujet avec nos reporters Mamadou Fall et Pape Sangoné Mbaye. PCR, TDR, des sigles souvent entendus dans le milieu médical en cette période de Covid-19. Ils sont des méthodes de diagnostic du coronavirus. Mais attention, il y a une différence. Souvent, on compare les deux, mais ils ne font pas la même chose. Les PCR, ça prend plus de temps, parfois 6 heures de temps. Ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus sensible. Ils ont des capacités à détecter le virus qui sont beaucoup plus importantes que les TDR. Maintenant, les TDR antigéniques permettent aussi de détecter le virus. Ils sont rapides, en 15 ou 30 minutes, vous pouvez avoir vos résultats. Mais la différence fondamentale, c'est la sensibilité. L'État a beaucoup contribué pour l'accès aux tests à moindre coût. On va voir que les réactifs coûtent extrêmement cher, excessivement cher, les réactifs pour faire la PCR. Au départ aussi, il n'y avait pas beaucoup de fabricants de ces réactifs. Donc les coûts étaient relativement élevés. Maintenant, les coûts ont diminué parce qu'il y a beaucoup d'autres laboratoires qui fabriquent ces tests et qui les vendent. Donc, avec cette concurrence, donc, les coûts ont baissé. Mais les autorités aussi ont pris des décisions. Ce sont les chefs d'État qui se sont réunis et qui ont dit que le test doit être au maximum à 25 000 francs CFA. Concernant les complaintes de certaines personnes qui, après avoir effectué un test de Covid-19, restent plus de 72 heures sans résultat, le professeur précise. On fait 3 000 tests, 3 000 personnes, et par exemple, les 2800 ou 2900 reçoivent le résultat dans les 48 heures ou dans les 72 heures. Mais il y a des personnes, pour diverses raisons, n'ont pas reçu les résultats. Parfois, il peut y avoir des problèmes même dans la transmission des données. Donc ça existe. Mais parfois, il peut y avoir du retard au niveau du laboratoire qui fait les tests parce que débordé. Le test le plus utilisé au Sénégal en ce moment est le TDR, mais l'objectif reste le même, diagnostiquer le plus tôt possible le virus. Crise à la RTS, c'est une conférence de presse aux allures de règlement de compte qui s'est tenue ce jeudi dans les locaux de la CNTS avec d'une part les défenseurs du directeur général Racine Talla et d'autre part ses détracteurs, deux camps qui tout le long en tout cas ont eu du mal à trouver un terrain d'entente, nous disent Alassane et Jafaraba. Deux camps qui peinent à s'accorder malgré l'intervention du secrétaire général adjoint de la CNTS. Abbas et compagnie dénoncent ce qu'ils qualifient d'intimidation de la part du directeur général de la RTS. Et tout serait parti des désaccords en 2019 sur la clause de mobilité et les écarts sur les différentes catégories de salaires concernant l'accord d'entreprise. Les négociations ont été rompues contre toute attente et de manière unilatérale par la direction générale de la RTS. Le SYNPICS, section RTS, est allé en assemblée générale de renouvellement, mais c'est sans compter avec une immixtion flagrante de Racine Talla qui a lâché toute sa meute contre les syndicalistes de la RTS. Immixtion allant jusqu'à intimider des agents de la RTS. Une promotion est faite à certains qui disent oui. Plus de 13 milliards de francs CFA injectés par le chef de l'État. Des fonds qui, selon eux, sont dilapidés par Racine Talla. Il a à sa disposition 3 véhicules de type 4x4 aux frais de la RTS, un qui coûte près de 80 millions de francs CFA pour lui, un autre de 30 millions de francs CFA pour une de ses épouses et un véhicule de 40 millions de francs CFA pour ses enfants. La direction générale de la RTS doit, au moment où l'on vous parle, plus de 100 millions de francs CFA à l'IPM. La direction générale de la RTS
doit plus de 130 millions de francs CFA à la coopérative et des milliards à l'IPRES. Racine Talla, lui-même, refuse de verser plus de 40 millions à la mutuelle sociale de la RTS. Ils estiment que les sentiments les mieux partagés à la RTS sont frustration, démotivation, démission entre autres. Et plus de 20 départs ont été enregistrés récemment. La réponse des soutiens du directeur général ne s'est pas fait attendre. Aux accusations de mauvaise gestion, ces derniers bottent en touche et reprochent à leurs camarades de dénier au patron de la télévision nationale un bilan de gestion plutôt satisfaisant. Babacar Ndiaye est l'un d'eux. Nous l'écoutons toujours au micro de nos reporters. Le camarade Abbas, qui fait partie du bureau de l'intersyndicale, il a avancé des chiffres de 13 milliards. Que le chef de l'État a donné à la RTS pour la rénovation de la RTS, pour acheter du matériel. Et il a tout faux. Et il aura à justifier ce qu'il vient de dire. Et vous parlez de la RTS, on est arrivé à un moment où, maintenant, on se sent à la RTS. La RTS, ils sont à un niveau très avancé par rapport à plein de choses, du côté matériel, du côté salaire, du côté de capital humain. Ils ont voulu que l'accord d'entreprise soit signé, excepté la clause de mobilité. Et pourquoi la clause de mobilité ne doit pas figurer dans cette clause, dans cet accord d'entreprise? Les agents qui sont dans les régions, ils sont dans le besoin de venir à Dakar. Ils sont dans le besoin d'aller à Tamba, d'aller à Ziguinchor, d'aller à Matam. Eux qui sont là, dans le bureau de l'intersyndicale, à base, il est de la télévision. Aujourd'hui, j'en suis certain, si on l'affectait à Fongolemi ou à Matam, il ne va pas y aller. Et pourtant, s'il y a une antenne qui allait être ouverte à Paris ou à New York, et qu'on demandait à Abbas d'y aller, attends, il va y aller. Hein. Et puis, ils seront nombreux, ces abonnés à la série infidèles, à devoir prendre leur mal en patience. L'autorité de régulation, qui est le CNRA, vient de suspendre la diffusion de la 3e saison. Une suspension qui fait suite aux plaintes de l'ONG Jamra, mais aussi de nombreux Sénégalais qui accusaient les producteurs de la série de promouvoir des pratiques sexuelles jugées défiantes et contraires aux bonnes mœurs. Résultat, interdiction est faite aux télévisions de diffuser la bande-annonce de la saison 3 et tout contenu de cette série. Une décision qui prend effet donc aujourd'hui, date de publication du communiqué du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Allez, cap sur la Casamance. 3 ans après ce qu'il convient d'appeler la tuerie de Bofa, les présumés coupables attendent toujours que justice soit faite. Face à la presse plutôt, les parents et amis des détenus ont réclamé leur jugement immédiat. Nous écoutons le porte-parole des familles au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Nous avons organisé ce point de presse pour réclamer l'ouverture d'un procès juste et équitable, pour statuer sur le sort de ces détenus qui sont arbitrairement incarcérés depuis plus de 3 ans d'ailleurs, depuis janvier 2018. Et aussi enfin permettre aux familles des victimes de faire finalement leur deuil. Nos parents incarcérés ont fait une multitude de grèves de faim. Ils sont tombés à maintes reprises malades en prison, tout le monde le sait, même du corona. Pour l'exemple de Omar Ampoy Bodian, pour immoler même un mouton, Omar Ampoy Bodian ne fait pas ça, c'est lui. Alors, il a sa position que tout le monde doit respecter, parce qu'à dire que je suis pour l'indépendance, je crois que ça c'est pas un délit. La justice n'a qu'à faire son travail. Les parents des victimes veulent connaître la vérité. Et comme tous les jeudis, votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction s'intéresse à l'ouvrage de Jim Dramé. L'écrivain vient de publier un livre sur l'enseignement arabo-islamique au Sénégal, en s'appuyant sur l'exemple du Dara de Koki, un Dara qu'il considère comme une école de référence en Afrique. Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy ont rencontré l'auteur. Reportage. L'enseignement arabo-islamique au Sénégal, le Dara de Koki. Il est un pur produit du Dara, un ancien pensionnaire du Dara de Koki aussi. Son ouvrage sur l'établissement fondé par Serigne Ahmadou Sakhir Lo
sonne comme un devoir de mémoire. Et ce sont les marabouts enseignants éducateurs du Fouta Toro jusqu'en Gambie qui ont construit ce pays-là sur le plan moral, sur le plan religieux et sur plusieurs plans. Pour moi, c'est un devoir, en tant que chercheur, de faire un travail sur Koki et essentiellement sur El-Hadji Amadou Sakhir-Lo, qui est le fondateur du Dara de Koki en 1939. Cette production littéraire vise à démontrer le succès d'un modèle, l'évolution, le rôle et la contribution des institutions éducatives. Le marabout Amadou Sakhir-Lo, qui est décédé, donc né en 1903 et décédé en 1988, le 30 mars, il disait « S'il avait les capacités financières, il allait payer le talibé, l'apprenant, son père et sa mère, durant tout le temps qu'il passe à Koki, pour le former, l'éduquer, le préparer, et après il peut partir. » L'enseignement arabo-islamique au Sénégal, avec son modèle de Koki, qui est adopté par plusieurs daras, estime l'auteur, suffisant pour faire le plaidoyer de l'école coranique sénégalaise. Le dara au Sénégal est une demande sociale. Une demande sociale, c'est vrai, l'État a construit 64 daras, 32 publics, 32 privés, plus les daras augmentent, se multiplient au Sénégal, moins la crise des valeurs se manifeste dans ce pays. C'est la raison pour laquelle il faut aider les daras. Ce travail de recherche a permis d'évoquer la pénétration et l'évolution de l'islam, de l'enseignement arabo-islamique en Afrique au sud du Sahara et un aperçu sur le succès de l'histoire du village de Koki. Le sport avant de clore cette édition, les JO de Tokyo, la déroute sénégalaise se poursuit en attendant l'entrée en lice de l'homme qui désormais porte l'espoir de tout un peuple. Le judoka Mbagnick Ndiaye sera sur le tatami, ce sera ce vendredi à 11h GMT et le round-up de toute l'actualité sportive est signé Cheikh Sadibou Diarra et Ibrahim Akan. Et de 6 pour le Sénégal au JO Tokyo 2020. Le nageur Steven Aimable, 5e de la série de 100 mètres papillon avec un chrono de 53 secondes 64 centièmes, est éliminé. Une élimination de plus pour la délégation sénégalaise au Japon. La 6e avant l'entrée en lice du judoka Mbagnick Ndiaye ce vendredi. Celui qui porte l'espoir de tout un peuple va monter sur le tatami à 11h GMT. Les épreuves de l'athlétisme également vont débuter ce vendredi. Une vingtaine d'athlètes, dont 14 Africains, ne vont pas y participer. Les 10 Nigérians, 2 Kenyans, 1 Marocain et 1 Éthiopien sont sanctionnés pour non-respect des règles antidopage. Ces athlètes n'ont pas effectué les 3 contrôles hors compétition, encore moins donné de préavis. Au Sénégal, les 2 camps rivaux à l'élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football prévue le 7 août prochain continuent de battre campagne. Les souteneurs du candidat Maître Augustin Senghor se prévalent de la confiance des clubs. Ces derniers sont à l'origine du consensus qui est d'intérêt national, souligne-t-il. Madi Touré, le challenger, vante son programme qu'il juge réaliste et réalisable, un programme défini sur 7 axes pour contribuer au changement de notre football. Fin de ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur votre site www.igfm.sn et n'oublions pas les recommandations sanitaires, port du masque, vaccination si possible, respect de la distanciation sociale. Bonne chance à tous les candidats qui passent le baccalauréat cette année. Tout de suite, c'est Soir d'info avec Barthélémy Ngom que je retrouve déjà de l'autre côté du plateau. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Sarah Cissé. Je rappelle que tu reçois ce soir Mohamed Moustapha Diagne, le directeur de la formation et de la communication